Bienvenue à tous. Désolée pour cette petite minute de retard. On a eu des petits aléas techniques de dernière minute. Donc, encore une fois, bienvenue à tous. Donc, on va vous présenter aujourd'hui notre sujet sur le NLP au service de l'analyse du risque. Donc, le NLP comme un nouvel outil de résilience pour les assureurs et les réassureurs. Donc, 2 mots juste d'Aurélien et moi. Donc moi, je m'appelle Floriane Moi, je suis senior consultante au sein du cabinet Milliman. J'accompagne nos clients dans la réalisation de leurs projets data et la définition de leur stratégie. Donc je suis avec un rôle, une casquette de data scientist. Aurélien, je te laisse te présenter. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Je suis Aurélien Couloumi, je suis responsable de la transformation digitale du groupe Caisse Centrale de Réassurance. Et dans ce cadre-là, je travaille avec nos équipes de data scientists sur tous les sujets relatifs à l'intelligence artificielle et entre autres au NLP appliqué à l'assurance et à la réassurance. Merci. Donc pour le plan de la présentation aujourd'hui, je vais d'abord passer un peu de temps sur une bonne introduction sur le NLP pour les personnes qui ne sont pas forcément familières avec donc le Natural Language Processing. Donc tout projet commence par de la donnée, donc on va voir de quoi il s'agit. Ensuite, on parlera un peu des des grandes familles de modèles, on va dire, qui rentrent dans le cadre du NLP. Et ensuite, l'approche commune à tous ces projets, donc le côté un peu plus méthodologique. Ensuite, Aurélien vous parlera un peu des 4 piliers qui se cachent derrière le NLP comme outil de résilience pour les assureurs. Donc, il viendra plus en détail sur ces différents piliers dans une troisième partie en les illustrant avec des cas d'usage qui ont pu être implémentés avec succès au sein de la CCR. Donc, je vais commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet. Peut-être une petite note sur les éventuelles questions que vous auriez. N'hésitez pas à les mettre dans le chat. On gardera quelques minutes à la fin pour essayer d'y répondre s'il y en a. Alors, donc, première partie sur qu'est-ce que le NLP. Donc déjà pour commencer tout projet data, donc n'importe quel projet, que ce soit data en général, analytique ou le NLP dans ce cadre-là, commence par une problématique à laquelle on veut répondre par l'usage de la donnée. Donc dans le cadre du Natural Language Processing, qui est le fait d'utiliser des données textuelles, ces données-là peuvent prendre différents formats et ont différents types de contenus. Différents types de contenus, ça veut dire que plein de différents départements dans l'activité des assureurs et des réassureurs ont ce type de données-là disponibles et qui sont prêtes à être utilisées et exploitées. Donc en termes de format, donc on peut penser à des formats PDF ou des images. Si on pense par exemple à des rapports qui seraient publiés publiquement, auxquels on aurait accès qu'au format PDF, ce sont des données textes qu'on peut utiliser, exploiter pour analyse. Le format Word, PowerPoint, qui sont directement des données textuelles faciles à exploiter. On peut penser à tout ce qui est email, donc les emails entrants, par exemple, des clients ou les chats, par exemple, pour les côtés un peu département marketing ou distribution, toute l'analyse des chats et des emails avec les clients peuvent être exploités. On peut penser également à la gestion de sinistres. Donc, si on pense à des calls audio ou des emails entrants de nouveau de la part des clients pour déclarer des sinistres. Tout ça, voilà, sont des données qui contiennent du texte sous un format ou sous un autre, mais qui peuvent être exploitées. De la même façon qu'il y a que je parle des chats, il y a aussi tout ce qui est commentaires en ligne, donc des messages de la part de clients dans lesquels il y a de l'information qui est précieuse et qui peut être traitée. Tout ce qui est souscription, contrat, encore une fois, contrat de réassurance, contrat d'assurance, là aussi, sont soit en général sous forme PDF et peuvent être exploités a posteriori, mais aussi via les outils de gestion classiques. Derrière, toute l'information est stockée et complètement disponible, donc de nouveau sous un format texte. Donc, on se rend bien compte qu'au sein de l'activité des assureurs et des réassureurs, des données textes, il y en a beaucoup.
elles sont présentes un peu à tout le long des différents processus de la vie d'un assuré, au sein des assureurs, des réassureurs et donc il y a forcément beaucoup de possibilités en termes de projets, et le NLP peut être une façon de répondre à différentes problématiques. Donc maintenant si on rentre un peu plus, dans le détail des méthodes Natural Language Processing, de la même façon qu'en pour un projet data, on va dire classique avec des données quantitatives, on aurait un peu une partie un peu statistique basique avec, la description de nos données, comprendre un peu les données, faire des premières analyses, stats pour comprendre ce qu'il y a. Le natural language processing va aussi avoir cette première partie qu'on va appeler l'analyse syntaxique, qui s'intéresse vraiment aux mots, à leur forme, à leur structure, et donc c'est, ce qu'on a mis là dans la première colonne de l'analyse syntaxique, où on va pas forcément essayer d'aller chercher tout ce qui est, subtilité de langage, des ambiguïtés, ou le sens vraiment des mots, mais vraiment sur, l'utilisation de la métadonnée, la façon dont le texte est écrit. Voilà, donc c'est vraiment tout ce qui va entrer sur une espèce un peu de pré-analyse, et donc c'est, ce qu'on appelle l'analyse syntaxique. Donc à côté, ce qui va, plus loin, ça va vraiment, aller chercher le contexte, le sens, de ces mots-là, qui passe très souvent du coup par, la transformation de ces données textes en données quantitatives qui, elles, peuvent être interprétables, par des modèles de machine learning et de deep learning. Donc on rentre sur, les subtilités de langage, les ambiguïtés, la reconnaissance de caractères spéciaux et de sens derrière les mots, et ce qu'on appelle Natural Language Understanding and Generation, donc aussi tout ce qui est générer du texte qui a du sens, va rentrer dans l'analyse sémantique. Alors bien sûr, les 2 ne sont pas indépendantes. Très fréquemment, on ne s'affranchit jamais du côté analyse syntaxique, et forcément là où l'analyse syntaxique est peut-être la plus simple, en fait, elle reste quand même si elle est plutôt abordable et moins complexe que l'analyse plus poussée où on va mettre en œuvre des modèles de deep learning, plein de cas d'usage sont en fait complètement traitables avec, une analyse un peu plus light, on va dire, et de l'analyse syntaxique qui fait déjà très bien le travail pour répondre à certains cas d'usage. Donc au sein de l'analyse syntaxique, il va y avoir tout ce qui est, data processing. On a du format texte, donc que ce soit en PDF, en Word, voilà, on a des strings, des caractères, et ça va vraiment être le moment de les rendre un peu exploitables. Donc ça, selon les différents cas d'usage, on va vouloir par exemple, mettre tous nos caractères en minuscules pour pouvoir standardiser un peu nos entrées. On va vouloir, si c'est pertinent, retirer la ponctuation. Alors peut-être pas tout, peut-être pour certains cas d'usage où on voudra un peu comprendre le sens et l'intonation qui est donnée dans des messages, on va vouloir garder vraiment tous ces éléments-là, mais peut-être que dans d'autres, on va vraiment pas du tout s'intéresser à des données chiffrées, le moindre chiffre dans le texte ne nous intéresse pas. Donc voilà, il va y avoir un peu tout ce qui est, enlever des mots qui ne nous intéressent pas, des ponctuations. Et ensuite, il y a vraiment l'analyse des sujets, des relations qu'il y a entre les mots. Vous avez sans doute vu passer pas mal de petites analyses qui étaient très à la mode à un moment donné, qui était tout ce qui était word cloud, où on voyait un peu plus un mot apparaissait fréquemment dans un texte et plus le mot apparaissait en grand dans une image, ce qui permet un peu en un coup d'œil de voir quel est le sujet global qui se cache derrière un texte qu'on analyse. Et dans l'analyse syntaxique, il y a aussi tout ce qui est métadonnées. Donc, qu'est-ce que la métadonnée? C'est vraiment toute la donnée qui entoure notre texte. Donc, tout ce qui est le nombre de mots qu'on a dans notre texte, les auteurs, donc par exemple dans des emails, le destinateur, le, le, la personne qui envoie l'email, la personne qui le reçoit, les délais de réponse qu'il peut y avoir entre des messages, etc. Tout ça, ça va vraiment faire partie de ce qu'on appelle la métadonnée et qui en fait viennent enrichir nos textes. Donc, on ne va pas juste s'intéresser à nos strings, à nos caractères et à nos séquences de caractères, mais en fait, tout ce qui va autour nous apporte du contexte et vraiment à interpréter et vraiment d'autres types de variables qu'on utilise dans le Natural Language Processing. Donc, selon les cas d'usage, si on part sur de l'analyse un peu plus poussée, plus complexe, l'analyse sémantique, il faut vraiment voir cette analyse syntaxique comme un peu une première étape, même si elle n'est pas forcément nécessaire, mais elle vient un peu faire toute cette préparation pour être capable d'après exploiter les données pour des algorithmes un peu plus complexes.
En termes d'approche, la dernière chose que je voulais souligner avant de laisser la parole à Aurélien, c'est sur donc l'approche derrière un projet NLP. Donc on peut faire le parallèle avec un projet data science, un peu classique. Donc comme je disais, on part de la donnée, donc notre donnée initiale, qui n'est pas structurée. Donc ça veut dire qu'on a des chaînes de caractères, qui ne sont pas forcément sous différentes variables et cetera. C'est vraiment, la donnée texte, et qu'on va utiliser. Alors un point qui est important, dans des données textes, très souvent, elles peuvent s'accompagner, de labels. Donc, si on pense par exemple à de l'analyse de sentiments, on va avoir des commentaires, de la part de clients ou d'utilisateurs qui vont associer à leurs commentaires une note. Donc une note qui pourrait aller par exemple de 1 à 5. Ça, c'est ce qu'on appelle une donnée labellisée. Ça veut dire qu'à chaque texte, on a un peu la valeur réponse qui est associée. Mais ça, il faut savoir que ce n'est pas toujours le cas. Si on pense par exemple à des contrats d'assurance qu'on veut analyser, et qu'on veut détecter automatiquement, le prénom de l'assuré, on n'a pas forcément, quand on lit juste le contrat sous son format PDF initial, on n'a pas exactement, un endroit qui nous dit: «Bon, le prénom de notre assuré, c'est ça», ou même, un le prénom qui serait surligné directement dans le texte. Donc ça, c'est un peu, on en parlera par la suite. Vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête, la donnée labellisée versus non labellisée ne permettent pas de répondre au même type de cas d'usage. Donc avec cette donnée non structurée, la deuxième étape, dans l'approche méthodo, pour la réalisation d'un projet NLP, c'est tout ce qui est processing. Donc on peut, l'objectif est, si on veut faire de la modélisation derrière et nourrir nos algorithmes de données, juste des mots tels quels, ne sont pas exploitables, et donc on va plutôt, les transformer pour, les rendre quelque chose de quantitatif qui vont être l'entrée de notre modèle. Donc comment transformer nos données textes en, données, quantitatives? Donc on peut se baser sur une méthode qui est 100 fréquentielle, qui va, tout simplement transformer, nos mots en une matrice de fréquences pour savoir à quel point, les mots sont redondants, quels sont les mots les plus redondants au sein du texte. Donc on obtient une matrice de fréquences qui aurait une observation par, par entrée et qui, serait exploitable par un modèle, mais aussi ce qu'on appelle de l'embedding, qui est une façon de transformer les mots en un vecteur de beaucoup plus grande dimension, et qui, elle, est exploitable, par des algos. Ensuite, façon classique, comme dans tout projet data, on va séparer nos observations en 3 échantillons. Donc le training pour entraîner notre modèle, la validation pour l'optimiser et le test pour vérifier la stabilité et la robustesse de notre modèle. Donc le modèle, donc pour un projet de la science classique comme pour du NLP, on distingue souvent entre du supervisé et du non supervisé, et ça, c'est complètement en lien avec, la forme de notre donnée initiale, qui est, labellisée ou non. Donc si c'est labellisé, on sait exactement quelle est la target, donc on sait exactement ce qu'on a envie de prédire, par notre modèle, et donc c'est ce qu'on va appeler la classification, si notre, variable, objectif est discrète, ou de la régression si c'est continu. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment de prédire ce label associé à nos caractéristiques. Et si on est sur du non supervisé, là, au contraire, on ne va pas avoir de label qui est déjà défini, mais donc l'objectif va plutôt être de faire des groupes, d'individus. Donc si on passe par exemple à, de l'outliering, détecter quelles sont des clauses anormales, quels sont des individus anormaux, et ben, on va utiliser plutôt des approches non supervisées, et on va laisser l'algorithme nous faire des petits paquets, pour dire quels sont les individus, les profils qui se ressemblent et quels sont les autres. Enfin, on arrive à la dernière étape de l'approche, qui est plutôt sur la prédiction finale. Donc là, on va mesurer, une fois que le modèle est fait, qu'il a tourné, on l'a optimisé, quelle est la performance de notre modèle et est-ce qu'on répond à l'objectif qu'on s'est fixé initialement, avec la définition des KPI, et les enjeux business qu'on s'est donné initialement. Alors là, quelque chose à bien prendre en compte, et Aurélien détaillera toute la partie, résilience. Mais voilà, quand on implémente tous ces modèles, de NLP, tous ces projets, il va falloir quand même faire attention à tout ce qui va être, les biais, et les drifts, du modèle au cours du temps et au cours du développement de ces modèles. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte, bien avoir en tête, et on verra qu'avec les différents leviers qu'on a, on est capable de vraiment garder ça en tête, et NLP est une façon assez souple, qui permet assez de souplesse pour s'adapter et répondre aux cas d'usage, même dans le temps.
Donc voilà pour une première grosse introduction sur le NLP. Je vais laisser la parole à Aurélien pour la deuxième partie qui va nous parler des leviers, des facteurs dans la résilience. Merci Floriane. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? C'est bon? On t'entend très bien. Super. Donc, on va effectivement aborder dans cette partie 2 l'importance du NLP dans le cadre de la résilience. Alors, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de vous proposer 3-4 vecteurs de résilience à travers les approches NLP. On va essayer un petit peu de détailler ces différents vecteurs. Et puis, une fois qu'on les aura détaillés, comme l'évoquait Florian en introduction, je tâcherai de les mettre un petit peu en parallèle de cas d'usage qu'on a pu réaliser en NLP, en AI plus largement ces derniers temps à la CCR. Je veux bien que tu passes. Voilà, merci. Le premier levier de résilience, qui est aussi la première raison, le premier sujet lorsqu'on utilise du NLP, c'est le sujet de la rationalisation du temps et des processus internes. Que ce soit dans le cadre de la crise du Covid ou dans des choses qui se sont passées bien avant, les acteurs assurantiels qui sont sous contrainte, que ce soit les équipes commerciales ou les équipes de sinistres ou les équipes légales, et j'en passe, utilisent et consomment ce NLP aujourd'hui comme levier un petit peu de réduction du temps de travail et aussi comme levier de plus en plus de réactivité. Donc, ce qu'on observe à travers l'usage qui est fait de nos jours du NLP, c'est vraiment cet aspect buffer qui peut être géré par la machine. Et c'est aussi par ce biais-là que les sujets d'automatisation dans les sociétés ont beaucoup progressé à travers ce levier de NLP. Pour être bien pratique, lorsqu'on parle de cet aspect de rationalisation de process, je pense que Florian l'avait un peu introduit dans la première partie. Il y a différentes méthodes de rationaliser son temps en utilisant du NLP. Le premier levier, c'est le premier exemple, c'est un exemple d'extraction d'entité. Ce que vous voyez à l'écran, la capture en bas à gauche, est typiquement le type d'applicatif qu'on peut avoir lorsqu'on applique du NLP à de l'extraction d'entité, donc autrement dit à comment récolter automatiquement des montants, des pourcentages, des dates qui se trouvent dans des rapports techniques, dans des avis de sinistre, dans tout ce que vous voulez. Là-dessus, de plus en plus, on agit pour que ce soit fait par une machine en lieu et place d'un être humain lorsqu'on a un volume documentaire important qui arrive. C'est également le cas avec la deuxième capture d'écran lorsqu'on souhaite classifier des documents ou classifier des paragraphes de manière plus rapide. Alors ça a par exemple été le cas, et ça l'est malheureusement toujours en période Covid, lorsqu'on est face à une augmentation du nombre de dossiers sinistres, décès dans le cadre de certaines business lines, il faut pouvoir gérer et prendre à sa charge une partie de la classification des documents, des dossiers, de la recevabilité des dossiers. Donc ça, on peut aussi le mener à travers une tâche NLP comme un classifier. Et ce qu'on se rend compte aussi de plus en plus, c'est que c'est en complément de ces approches assez directes, il y a aussi des approches plus subtiles, plus entre les lignes pour gagner du temps et être résilient avec ces sujets de NLP. Et là, on rentre dans des tâches de NLP qui commencent aussi à prendre bien forme dans les compagnies d'assurance, des méthodes de question answering, des méthodes de summarizing, où là, l'objet n'est pas instantané, mais est plutôt, enfin, la tâche à résoudre n'est pas automatisée de manière instantanée, mais ça consiste plutôt, dans ce cas précis, à utiliser le NLP comme un vecteur pour avoir une information plus vite ou mieux, en tout cas dans les dossiers textuels. Voilà Tout pour ce à premier fait, levier. d'autres Vas-y, je petits t'en prie, exemples Florian. qu'on peut avoir en tête et notamment, comme le dit Aurélien sur le contexte de la crise du Covid, il y a eu toute une première période où, on essayait d'un peu de s'adapter. Il y avait des textes scientifiques qui étaient publiés tous les jours pour partager les recherches et là, on a vraiment vu l'émergence du NLP pour assister, être capable d'un peu suivre tous ces gros volumes de données ces volumes de rapports scientifiques qui étaient publiés pour aller extraire automatiquement les taux d'incidence, les taux de mortalité qui étaient publiés et un peu garder, faire un peu, avoir cette notion de monitoring qui ne serait pas capable à la main, mais qui, grâce à des méthodes NLP, était capable
de cerner, d'extraire quels sont les textes scientifiques les plus pertinents, à quelles réponses on peut répondre, à quelles questions on peut répondre, et extraire automatiquement toutes ces données chiffrées qui permettent de monitorer en temps réel l'évolution de la pandémie. C'est un autre exemple qui intéresse aussi les assureurs et qui a beaucoup fait parler au moment où la crise a commencé. Le deuxième levier, alors ce premier levier de rationalisation du temps, il est assez instantané, il est assez intuitif lorsqu'on commence à rentrer dans les sujets NLP. Ceux qui vont suivre le sont un petit peu moins, mais sont en réalité aujourd'hui les vrais éléments différenciants par rapport à cette méthodologie. Le deuxième levier, c'est identifier et maîtriser ces risques. Alors, c'est un sujet qui est clairement lié à la contrainte de temps lorsqu'on est dans le cadre de sujets de résilience. Face à cette contrainte de temps, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que l'effet collatéral, c'est une dégradation de la qualité des travaux. Si je reprends par exemple le sujet d'extraction d'informations ou de classification documentaire, assez intuitivement et malheureusement, lorsqu'on a plus de choses, on va avoir tendance à moins bien les faire en tant qu'être humain, ce qui n'est pas forcément le cas justement d'une machine. Donc à ce compte-là, les approches NLP, je vais y venir avec les captures d'écran affichées en dessous, peut apporter une certaine forme d'uniformisation et de standardisation de l'identification et de la maîtrise de ces risques. Et en complément, et je vais aussi le compléter, je vais essayer d'y revenir, ce qu'on a aussi vu, c'est que parfois même, le NLP pouvait avoir une valeur au-delà de l'aspect contrôle, de l'aspect identification aussi de nouvelles formes de risques. Donc, si on reprend ce qui est présenté en capture d'écran juste en dessous, le premier levier là, relatif au partage et à l'uniformisation des règles, c'est vraiment le constat qui est que si on remplace dans l'extraction et la classification d'informations une personne opérable, administrative par une machine, l'approche est uniforme, partagée, et on se retrouve avec des mécanismes qui sont, entre guillemets, sans surprise, puisqu'on n'est pas face à des situations où, parce que tel jour, il y a une surcharge de travail, un tel ou un tel a été un petit peu moins efficient et a peut-être laissé passer une faute d'orthographe dans la complétion du nom d'une entreprise, a oublié de compléter tel ou tel champ pour caractériser la business line, etc., etc. Le deuxième sujet par rapport à cette identification et cette maîtrise de risque, c'est que avec des approches plus liées au NLP, donc plus généralement plus liées aux approches de machine learning, on rentre dans un univers où on est davantage en mesure de maîtriser ce qu'on appelle l'appétit face à l'erreur des modèles et face à l'incertitude des modèles. On est dans une contrainte où là où un être humain, on va lui dire, fais un petit peu plus attention parce que ça fait une ou deux fois que tu te trompes, vis-à-vis d'une machine, on est dans une configuration où on sait à quoi s'attendre d'un point de vue d'une precision, d'un recall, d'une accuracy, et on sait aussi comment maîtriser à travers le temps. C'était l'encadré jaune qui était d'ailleurs cité par Florian juste avant, tous les sujets de drifting, d'incertitude par rapport à la prédiction ou d'incertitude par rapport au modèle. Donc ça, c'est un vrai sujet aussi qui est un plus lorsqu'on est face à des cas adverses, à des données adverses, et qu'on doit pouvoir gérer son appétit face aux erreurs qui peuvent en découler. Et puis, effectivement, là, les dernières captures qui sont affichées font écho à cette idée de pouvoir mettre en exergue de nouvelles formes de risques ou de risques sous-estimés. Le Covid nous l'a montré, entre guillemets, c'est ce qu'on a pu voir sur le marché à l'image de certaines clauses qui n'avaient pas été rédigées, on va dire, de manière exhaustive, ou des clauses qui étaient relativement ambiguës. On a pu mettre en place avec le NLP des outils pour en fait, gérer des clauses aberrantes. Alors, Florian expliquait tout à l'heure, pour rentrer un tout petit peu dans le détail, et c'est là le petit nuage de points que vous voyez au centre de la slide. J'y reviendrai aussi tout à l'heure dans les cas d'usage, c'est pouvoir dire ah, attention, cette clause-là, on ne l'observe qu'une seule fois. C'est une clause qui peut être aberrante par rapport à un ensemble de clauses de notre portefeuille. Donc là, on a vraiment une forme de mise en avant de ce qu'on appelle l'angle mort légal, qui est assez intéressante. Et puis, dans cette continuité des sujets ou l'identification d'éléments aberrants grâce au NLP ou de la maîtrise de ces risques
En tout cas, c'est aussi l'aspect de se dire, lorsqu'on collecte tout un tas d'entités pour qualifier un contrat, pour qualifier un risque, on peut aussi en avoir une utilité qui est une utilité de multivariate outliering detection. Et donc, au même titre qu'on va identifier des choses qui semblent bizarres, aberrantes sur des sujets de fraude, en réalité, on peut le faire avec des entités collectées par le NLP sur tout un nombre d'autres cas d'usage, soit à travers des tableaux de bord comme c'est présenté sur le slide, soit simplement à l'aide de scores et de suivi de ces scores, de ces KPI dans le temps. Voilà. On peut peut-être passer au slide suivant. Le troisième levier de résilience, il est intéressant aussi, puisque lorsqu'on pense résilience, on pense reconsidération de son environnement et essayer de faire un petit peu avec ce qu'on a, avec les moyens du bord à l'instant T. Ce qu'on a observé aussi avec l'usage du NLP, c'est la capacité à pouvoir se dire, on va être capable de réanalyser des datas qu'on avait à disposition et dont on ne se servait pas ou dont on ne percevait pas la valeur. Et par ce cheminement-là aussi, reconsidérer l'utilité ou la complétude de certains modèles. Dans ce cas précis, le NLP peut apporter un certain nombre de choses. Si on peut juste avancer, Floriane, voilà, merci. Si on part sur des sujets relatifs à des données externes, on va pouvoir, dans un contexte de résilience, se dire qu'est-ce qui se passe autour de moi que je vais pouvoir utiliser tel quel qu'a priori je n'utilisais pas parce que les process étaient tels qu'ils étaient. On a pas mal exploité ce mécanisme-là, notamment ces derniers mois dans le cadre de sujets sécheresse du côté de la CCR, et avec l'idée de se dire on va pouvoir aller collecter des informations, des articles, classer des articles relatifs à des déclarations sécheresse à l'échelle de communes ou à l'échelle de médias locaux pour nous en servir comme information semi-structurée pour des lois comportementales liées au modèle sécheresse. Le deuxième aspect dans cette idée de tirer des bénéfices grâce au NLP, l'idée ici, c'est de se dire, à l'image des captures au centre, on peut donner aussi un second souffle aux données qui nous apparaissaient inutiles dans notre propre SI et qui, en fait, en les étudiant en 2 fois via le NLP, s'avèrent d'une grande utilité. C'est assez vague ce que je dis pour parler de manière très précise. Plus précise, si on s'en cantonne aux documents et aux éléments, par exemple, textuels, on va être en capacité, avec des petits sujets, donc pour le coup, pas que NLP, mais aussi images, vision, de remettre en valeur des documents qui étaient des documents images, qui étaient des documents qui étaient incomplets, arrachés en diagonale ou ce qu'on veut, et pouvoir, d'une part, à l'aide d'un OCR, les rendre digitaux et donc pouvoir leur donner une valeur pour certaines pipelines dans les systèmes d'info. Et puis aussi, si c'était des documents qui étaient trop dégradés, ou autrement dit, la data quality derrière était pas ce qu'elle devait être, pouvoir les valoriser à travers des méthodes de masking où on va pouvoir utiliser des modèles d'embedding contextuel qui vont pouvoir donner une seconde vie, comme c'est l'usage de le dire de nos jours, donc pas à nos objets du quotidien, mais donc à la data. Et cette idée de seconde vie aussi, elle est aussi très palpable et de plus en plus, notamment pour les actuaires, je trouve, sur des sujets cette fois-ci de champ libre dans les données tabulaires. Donc typiquement, dans des bases de données, historiquement, on avait un certain nombre de champs qui étaient laissés à l'abandon parce qu'inexploitables, car ni numériques ni catégoriels. Et de plus en plus, on constate, à l'image d'ailleurs du concours Kaggle sur les loss predictions sur la worker compensation qui avait été mené il y a assez peu de temps, je crois. On a de plus en plus ces champs en fait qui sont des champs libres et qu'on peut consommer comme tels pour améliorer les qualités de certains process ou de modèles. Ça fait le lien du coup avec le dernier exemple. Cette valorisation des actifs dans un cadre de résilience, elle apparaît en bout de course une fois qu'on a fait le travail sur la data, de facto aussi sur les modèles. On va pouvoir utiliser à travers les données qu'on a ossérisées ou à travers les champs libres qu'on a structurés de nouvelles variables. Et ces nouvelles variables, elles vont nous servir sous forme en fait, de feature engineering, donc, autrement dit, de nouvelles features, de nouveaux apports informationnels pour des approches supervisées ou non supervisées. Donc, comme disait Aurélien, tout ce qui est
connaissance du risque et meilleure prédiction pour, par exemple, le pricing. Vraiment, il y a toutes ces données autour des claims qui sont fondamentales et qui peuvent vraiment venir alimenter. Et pour l'exemple de la donnée qui serait disponible en dehors des systèmes internes. Pour la caractérisation du risque, par exemple, on peut penser au domaine MRH, toutes les données qui sont autour de ce qui peut être rempli dans un devis en ligne par les assurés, tout ce qui va être les données satellites qui, du coup, là, sont plus sur des données OCR, mais aussi toute la description et tous les articles et toutes les bases de données qui sont disponibles sur les zones géographiques pour un peu caractériser les différentes zones assurées sont aussi une grande source de richesse pour affiner cette connaissance du risque de la part des assureurs. Alors, le dernier levier de résilience, il paraît anecdotique et en fait, plus on y pense, moins il l'est. En tout cas, c'est notre vision côté CCR. Ce qu'on constate avec les usages de plus en plus persistants du NLP, que ce soit dans des équipes AI ou dans des équipes actuarielles, c'est aussi qu'en reconsidérant la valorisation de la donnée, en reconsidérant la valorisation des modèles, on en vient aussi à faire des parallèles, à faire des ponts, à faire des réutilisations de certaines méthodes dites NLP dans des cas qui sont en fait complètement dissociés de cas purement textuels, et donc à faire un petit peu la passerelle entre ces techniques historiques de NLP qui en fait sont des nouvelles formes de techniques, au demeurant résilientes, je vous expliquerai pourquoi, dans des cadres plus actuariels. Il y a trois très bons exemples de ça. Le premier, il embraye un petit peu sur le thème, c'est lorsqu'on fait du NLP, en particulier lorsqu'on fait des approches de classification supervisée, on a des typologies d'architecture de réseaux de neurones qu'on utilise assez souvent. La première en tête, que sont les RNN ou les LSTM. Et c'est vrai en prenant comme usage principal ce type d'architecture et en permettant une montée en compétence sur ce type d'architecture-là, on s'est aussi aperçu que depuis 4-5 ans, je dirais même pour certains papiers beaucoup plus longtemps que ça, il y a des parallèles qui se font avec des approches qui étaient historiquement drivées uniquement par des approches dites séries temporelles, ARIMA et compagnie, ou même des modélisations lorsqu'on parle de mortalité comme du Lee Carter, ou le LSTM, donc les Long Short Term Memory Architecture, prennent leur place. Donc c'est un premier pilier. On voit que le NLP, en réalité, c'est un peu abusif parce que c'est plus généralement les méthodes de deep learning emboîtent un peu le pas et viennent s'ajouter au toolkit actuariel. Le deuxième sujet, celui de l'active learning, je crois qu'il est aussi très intéressant. Lorsque les actuaires se sont appropriés ces outils d'apprentissage, ce qu'on a aussi constaté, c'est que ça se limitait à l'appropriation de l'outil d'apprentissage et pas souvent ce qui se passait après ou ce qui se passait avant, et en particulier dans l'apprentissage de la data. Ce qu'on a aussi vu, c'est de plus en plus d'approches en assurance et en particulier dans des cadres techniques actuariels, des process d'apprentissage qui sont optimisés. Donc, pour rappel, les méthodes d'active learning, elles visent à avoir une stratégie de choix de la donnée à labelliser pour entraîner plus efficacement. Et on voit en réalité qu'on s'en sert. On s'en sert de ces méthodes d'active learning pour des raisons purement de gain de temps. Donc, ça fait écho au premier levier, mais aussi pour tirer des choses beaucoup plus intéressantes d'un point de vue risk management et suivi des risques de son portefeuille à travers l'analyse de nouvelles données, donc de données adverses, à travers l'analyse de l'incertitude de nouveaux cas par rapport à un modèle. Et donc, ces sujets d'incertitude, ils font un très bon pont avec le troisième point que je voulais aborder avec vous. Le troisième point, c'est que ce modèle NLP, ces approches NLP, en amenant à reconsidérer tout un tas de méthodes, l'active learning, l'uncertainty, amène aussi en fait, à boucler la boucle, puisque là où les actuaires sortaient un petit peu de leur cadre, je dirais, mathématique bayésien, avec des approches d'apprentissage qui sont en réalité des approches d'apprentissage entre guillemets déterministes ou statiques, on recommence à boucler avec ces méthodes d'incertitude sur des approches qui sont des approches qu'on appelle Bayesian Neural Network, où on commence à nouveau faire un usage des théories bayésiennes. On a par exemple en ce moment à la CCR
des sujets là-dessus, que ce soit sur des sujets de tarification en assurance directe, sur des sujets de NLP, sur des sujets de modélisation de séries temporelles, donc par exemple sur des sujets d'analyse d'indicateurs SWI, et les considérer non plus comme des faisceaux déterministes, mais pardon, comme des courbes déterministes, mais comme des faisceaux avec des vraies notions probabilistes au sens actuel du terme. Voilà. Ce quatrième slide boucle les différents leviers et l'intérêt du NLP face à des situations de résilience. Comme je vois que j'ai beaucoup papoté, on va très vite passer au cas d'usage. Je vais essayer d'aller relativement vite sur les cas d'usage. Les slides seront de toute façon disponibles, donc n'hésitez pas, bien entendu, à les reparcourir. On va voir 4 cas d'usage. Les petits icônes qui sont à côté des cas d'usage font en fait référence aux 4 leviers de résilience qu'on a évoqué précédemment. Bien entendu, en réalité, c'est pas un cas d'usage qui prévaut pour un levier de résilience. C'est toujours un petit peu plus subtil que ça parce qu'on fait jamais un cas d'usage uniquement pour un intérêt prédéfini. Si on peut tous les avoir en même temps, c'est tant mieux. Donc voilà, donc dans les prochains slides, on va vous parcourir très rapidement des cas d'usage menés à la CCA. On va un peu pouvoir vous faire le parallèle face à ces sujets de résilience avec le NLP. Le premier cas d'usage, c'est un cas d'usage de classification d'email, de routine d'email et son parallèle avec la gestion de sinistre en assurance vie. Le contexte, c'est j'ai trop d'emails entrants, ils sont routés manuellement ou partiellement manuellement. J'ai aussi trop de pièces jointes qui sont attachées puisque ce sont des dossiers pour gérer des sinistres, gérer des contrats entrants, des nouvelles affaires. Comment je peux accélérer mes activités et surtout gérer les périodes de surcharge? Dans ce cadre-là, le NLP est tout trouvé, comme je vous l'évoquais, c'est le cas assez classique. Ce qu'on avait mis en place, c'était donc une approche basée sur une librairie open source qui est par ailleurs co-développée par la Maïf, donc qui s'appelle Mélusine, et qui permettait de mettre en place une pipeline de pré-processing à la fois du contenu des emails, alors c'était ce qui est disponible dans la librairie open source de base, et puis qu'on a complété, nous, avec une approche d'analyse aussi des pièces jointes. L'idée derrière, c'était faire en réalité deux choses, une approche de gain de temps sur la classification d'emails, et puis une approche un petit peu plus de dive, de suranalyse par rapport aux classifications qui pouvaient être faites de ces documents. Donc pour faire tout ça, vous pourrez lire les éléments techniques ou poser des questions par ailleurs pour ceux que ça intéresse. L'idée côté unsupervised était d'utiliser des méthodes, donc ce qu'on appelle du BERT topic. Donc en réalité, c'est une réduction dimensionnelle, ensuite une classification type clustering en utilisant du HDB scan pour essayer d'identifier des topics clés qui sortaient en fait du cadre des topics qu'on avait l'habitude de voir lorsqu'on recevait des emails, pour en fait avoir une vue un petit peu plus exhaustive que celle qu'on a l'habitude de considérer pour classer ces emails, et puis ensuite une approche supervisée pour cette fois-ci faire la tâche automatique qui consistait à, lorsqu'on a un email entrant, dire c'est un sinistre, c'est un paiement de sinistre, il va être rerouté à telle ou telle personne. Les résultats étaient assez intéressants avec des accuracies qui en moyenne dépassent aujourd'hui 74%, des temps d'entraînement qui étaient un petit peu contraints avec les contraintes qu'on s'était fixées parce que données sensibles, on essayait un petit peu d'isoler les, euh, les environnements de travail. Euh, Ce que vous voyez notamment tout à droite de la slide, c'est une intégration aujourd'hui du service de classification. Donc, on a un petit peu plus que ça puisqu'on analyse aussi les entités entrantes et les pièces jointes, mais ça vous donne un petit peu une vue d'ensemble, une concrétisation de ce que ça peut être. Les résultats, donc un gain de temps, bien entendu, puisque ce n'est plus l'humain qui le fait en général, même s'il est là pour contrôler l'affaire. Et puis malgré tout, des limites et quelques perspectives, puisque il y a des contextes RGPD à respecter, puisque dès qu'on touche aux emails, on touche aux données personnelles. Il y a forcément un peu cet effet boîte de Pandore, puisqu'en fait, n'importe qui peut vous envoyer des mails, et donc il y a des contraintes de langue peu commune, d'alphabet peu commun qu'il faut pouvoir gérer. Et voilà, grosso modo, ce que je peux vous raconter là-dessus. Le deuxième cas d'usage propre cette fois-ci à la à la maîtrise et à la mise en exergue de nouvelles formes de risques. Là, on est vraiment dans le cas d'usage que je vous ai évoqué au slide sur les leviers au niveau des clauses. On est dans un cadre d'analyse de clauses contractuelles.
on dispose de clauses contractuelles dans nos documents. Et donc, tout l'objet ici est de pouvoir mettre en place un ensemble de méthodes qui pouvaient, d'une part, nous classer automatiquement ces clauses lorsqu'on les lisait dans les documents. Donc, ça, c'est relativement classique, un modèle supervisé avec une approche soit en few-shot learning, soit, on va dire, en auto-apprentissage, donc à travers de l'auto-ML. Et puis, un sujet un petit peu plus intéressant, donc pour reprendre ce terme de l'outlayering, donc de la détection des clauses aberrantes, où on partait d'une distribution sur un plan 1-2D, comme vous pouvez le voir à l'écran, des différentes clauses, et on essayait de mettre en place différentes méthodes de score d'aberrance, de score d'outlayer, pour voir en fait sémantiquement des clauses qui étaient en dehors du champ habituel, en dehors de la densité sémantique observée. Donc ça se voit notamment très très bien sur le, le, le bar plot, le deuxième bar plot avec la barre verticale rouge, où en fait vous observez la distribution sémantique pour un type de clause donnée. Je vous donne un exemple. Face à des clauses sanctions, quelles étaient sémantiquement les clauses qui étaient communes, dites similaires, habituelles, des clauses qui étaient exceptionnelles, exotiques. En fait, c'était tout ça qu'on mettait en place et qui permettait surtout de pouvoir faire justement cette tâche de moins sous-estimer les risques légaux et de plus maîtriser cet aspect-là. Voilà. Avec une intégration qui est la capture tout à droite. Mais je vais avancer puisque le temps est compté. Je crois qu'il nous reste 2 minutes. Il nous reste 2 minutes. Un dernier exemple sur le search. On va finir avec ce cas d'usage-ci puisque celui qui suit j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Un dernier exemple sur le Search Engine, où là, le Search Engine est vraiment le cas typique sur la valorisation de data qu'on mésestime. On récupère des bibliothèques de données contractuelles, réglementaires, tout ce que vous voulez dont on n'a pas l'habitude de servir. Ici, nous, on l'avait appliqué au SFCR et au traité de réassurance. Et on met en place un moteur de recherche sémantique, donc basé sur de l'embedding et basé donc sur des approches de similarité de requêtes de recherche pour pouvoir mettre en place un outil de recherche et pour pouvoir valoriser ces données qui étaient a priori non valorisables. Voilà. Là, on est sur tirer bénéfice des datas. Et on passera du coup sur le dernier cas d'usage. C'est pas grave. C'est un cas d'usage qui est déjà bien connu et que j'avais déjà eu l'occasion de présenter. Je te Très bien. propose de conclure, Floriane, si tu veux. Ouais, donc ça nous laisse 1 minute pour conclure. Donc voilà, Aurélien a pu vous donner un petit tour d'horizon des différents facteurs, leviers qu'on identifie comme au sein en voyant le NLP comme outil de résilience pour assureurs et assureurs. Voilà, donc ce qui est à retenir en termes de key drivers de tout ce dont on a parlé, il y a vraiment, Aurélien l'a parlé, la communauté open source qui est très riche et qui est vraiment importante, intéressante sur ces sujets-là. Il y a beaucoup de sujets autour de la qualité des données. On l'a vu, notamment au sein du pre-processing, c'est vraiment l'étape primordiale et voilà, il y a vraiment un effort à faire là-dessus. Voilà, après tout ce qui est, utiliser le NLP, ça passe vraiment par d'abord l'identification d'une problématique et quel cas d'usage est le bon pour y répondre et après toute l'intégration. Donc tout projet doit aussi être pensé, en amont, en termes de mise en production et de comment est-ce qu'on donne accès, à ces outils qui ont pu être développés. En termes de limites, quelques points qu'on voulait souligner, puis on s'arrêtera là. C'est que voilà, pour la plupart des cas d'usage, on a quand même besoin de données labellisées, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. On se rend bien compte que quand on a des rapports, qu'on veut extraire des informations, ben, il faut quelque part un endroit où on est capable de savoir quelle information on veut tirer et quelle est la bonne. Et ça passe nécessairement par une étape de labellisation, alors que ce soit à la main via des outils ou ça s'est fait au cours du temps pour qu'on puisse après mettre en place du cas d'usage. Voilà, c'est quelque chose à garder en tête. Il peut y avoir des petits sujets entre des modèles déjà entraînés qu'on voudrait utiliser directement à partir de librairies open source, mais qui seraient plus sur des documents anglais. Donc, selon les activités, ça peut être une éventuelle limite. Et aussi, tout ce qui est complexité effort versus la valeur ajoutée et le volume. En fait, on se rend bien compte que s'il y a des cas d'usage qui sont très faciles à mettre en œuvre et qui touchent 2%, 2% de notre volume entrant, par exemple, en termes d'email client, oui, on va le faire. À l'inverse, quelque chose de très simple, mais qui ne toucherait que 0,1% de notre volume, ben, peut-être, qui est plus complexe, pardon. Peut-être que du coup, on va moins prioriser ces sujets. Donc voilà, il y a toute cette notion de complexité qui est à prendre en compte
dans la priorisation des sujets. Bah, merci à tous. On a dépassé d'1 minute. On vous souhaite une très bonne fin de conférence. Et puis n'hésitez pas, à revenir vers nous, nous contacter si vous avez des questions. A priori, la présentation de la vidéo sera en ligne, donc avec plaisir pour échanger. Merci beaucoup.